d'abord, ceux qui pensent qu'il va y avoir de l'inflation là dans 3 jours se trompent lourdement, puisque pour avoir de l'inflation, il faudrait que l'argent circule. Là, il ne circule pas, puisqu'il va d'une poche à une autre et puis qu'il reste dans la poche. On a eu les statistiques là dans la voiture en venant, comme quoi la Fed plus les agences gouvernementales américaines détenaient 47% de la dette américaine. D'accord ? Donc ça ne tourne pas, ça ne rentre pas dans l'économie. Vous aviez eu d'ailleurs un rapport assez explicite là-dessus sur le premier quantitative easing qui a été déployé en Angleterre. La BOE avait demandé un rapport sur ce qui revenait dans l'économie sur son premier quantitative easing. Et ils se sont aperçus qu'il y avait 3% du quantitative easing qui avait circulé dans l'économie. Ça fait pas lourd. Et ce qui fait que sur ces informations, ils en ont fait un deuxième. Parce que c'était quand même assez amusant. Quand on voit qu'un truc ne marche pas, il faut quand même le réessayer une deuxième fois. On ne sait jamais si la deuxième, ça pouvait marcher. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, vous avez ce que la majorité des observateurs n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand vous émettez des billets de banque comme ça, à un moment ou à un autre, vous le payez. Alors, vous le payez soit par les taux, hausse des taux, parce que vous êtes trop endetté, soit par la fuite de la monnaie, et à ce moment-là, vous allez avoir à un moment ou à un autre le dollar qui va s'écrouler. Donc vous ne pouvez pas penser que toutes les actions qui sont faites aujourd'hui ne vont pas aboutir à une dégradation de certains facteurs. Facteur monnaie, facteur taux ou autres. Là aujourd'hui, le quantitative easing de M. Bernanke a servi en fait à quoi? Pas à créer un emploi, il n'en a pas créé du tout. Je vous rappelle quand même le taux de chômage américain qui, contrairement à ce qu'on vous annonce, est à 17%, il n'est pas à 9%. 9, c'est le taux officiel. 17, c'est aussi un taux officiel, mais c'est le taux des gens qui ne sont plus dans le circuit d'indemnisation. D'accord ? Donc vous êtes à 17%, on est bientôt donc à un Américain sur 5, ça fait beaucoup. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-dessus sur le chômage? En fait, vous avez des entreprises américaines qui ont, je dirais, c'est malheureux pour les gens qui se sont fait virer, mais qui ont exceptionnellement bien fonctionné. C'est-à-dire que dès le départ, dès 2007, ils ont viré à tour de bras pour contrôler leurs marges. Et on s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu qu'en fait, après la petite récession, parce que ça n'a pas duré très très longtemps en 2008, les marges des sociétés américaines sont reparties à la hausse et on a battu les records. En 2009-2010, on a battu des records historiques. Le précédent record de marge étant en 1966. Donc ça datait un peu. Et là, vous étiez en marge brute autour de 32,5, ce qui est historiquement haut. Comment ils ont fait ça? Je vous dis, en virant très tôt beaucoup de monde. Simplement, là aussi, il y a un corollaire, c'est que il y a une limite à ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, d'abord, quand vous n'avez plus personne, c'est difficile de faire fonctionner votre boîte. Et puis la deuxième chose, c'est que je vous rappelle que la période d'indemnisation aux États-Unis est de 26 semaines. Et donc, au bout de 26 semaines, il n'y a plus d'argent qui rentre et on va le retrouver en top line à un moment ou à un autre, c'est-à-dire sur les chiffres d'affaires et sur la consommation. Alors, pour l'instant, ça a tenu. Pourquoi? Essentiellement parce que toutes les aides
qui avaient été initiés par Bush ont été reconduits depuis un bon moment. Donc les Américains reçoivent des chèques assez périodiquement, ce qui leur permet de tenir sur leur consommation. L'ennui, c'est que quand vous faites des chèques, il faut s'endetter parce que vous n'avez pas l'argent pour le faire. Et donc l'endettement américain, lui, il a flambé. Donc c'est un espèce de cercle vicieux, si vous voulez, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où, à un moment, les marchés disent stop. Les Chinois disent stop, tout le monde dit stop, personne n'a envie d'acheter la dette américaine, personne n'a envie d'acheter la dette européenne, les taux se tendent, on en a de moins en moins envie, et à ce moment-là arrivent les premiers problèmes. Et les premiers problèmes, c'est quoi ? C'est une crise de la dette mondiale, parce que c'est assez incomparable à 29-31 d'ailleurs, tout le monde s'amuse à comparer ça à 29-31, mais malheureusement c'est encore pire, ça va nous faire bientôt passer 29-31 pour un apéritif. C'est que aujourd'hui c'est vraiment mondial, c'est vraiment interconnecté, c'est-à-dire que en 29-31, j'aime mieux vous dire que les banques n'étaient pas aussi imbriquées les unes dans les autres que maintenant. Et là, vous avez un problème qui est mondial. Vous avez le Japon qui est endetté à hauteur de 250%, rien que ça. Alors tout le monde vous dira, mais oui, mais c'est pas grave parce que c'est les Japonais qui achètent leurs propres dettes. Sauf que les Japonais, ils sont de plus en plus vieux. Et donc, quand il y a une population vieillissante, vous avez des gens qui ont plutôt tendance à sortir leur argent qu'à épargner. Et puis, vous avez une deuxième chose, c'est que là, on est arrivé à des montants qui sont tellement astronomiques que plus personne ne peut les acheter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont être obligés bientôt, eux, d'aller sur les marchés. Et là, c'est pas la même rigolade. C'est-à-dire que vos taux à 1%, vous pouvez les oublier. Ils ne seront plus à 1% à 10 ans, ils seront à 3 ou à 4 ou à 5. D'accord ? Et quand vous êtes endetté à 250%, il y a un petit calcul arithmétique à faire, mais qui n'est pas très compliqué. 250 fois 5, vous voyez ce que ça fait, et ça veut dire que vous êtes obligé de faire l'équivalent en croissance du PIB, rien que pour payer les intérêts. Je ne parle même pas de rembourser. Bon. Donc c'est pas possible. Voilà. Le Japon, depuis 25 ans, fait une croissance zéro. Prenez le PIB d'il y a 25 ans, le PIB d'aujourd'hui, c'est le même. Autrement dit, en masse. Donc ne croyez pas une demi-seconde qu'ils puissent rembourser quoi que ce soit. Donc on a le Japon, on a les États-Unis à 145%, comme je vous disais. Vous avez les pays européens qui ont largement cassé les 100 partout, sauf en France, bien évidemment, puisque nous, on est plus malins que les autres. Et donc, vous êtes à plus de 100% partout. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'Italie est très attaquée ces derniers temps, alors que c'est pas les pires, et loin de là. De très très loin. C'est les Espagnols, suivis probablement des Français, qui sont dans une situation pire que les Italiens. Mais bon, on a choisi l'Italie pour se défouler un peu, donc on continuera sur l'Italie très probablement. Mais donc l'Europe est largement à plus de 100%. Et donc, où y a-t-il de la croissance ? Nulle part. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de croissance, qu'ils ont eu un problème de bulle immobilière, qu'ils ont un problème de créances pourries dans leurs banques. Alors là, cet après-midi, j'ai vu que les Chinois avaient annoncé courageusement un 0,5 de baisse des réserves obligatoires des banques, et que le marché
a très très bien pris ça, ce qui est amusant. Pourquoi? Parce que si les Chinois qui avaient augmenté, c'est un des moyens techniques pour contrôler l'inflation. Vous avez deux moyens, vous montez les taux, ça c'est un premier moyen, et puis le deuxième moyen, c'est que vous augmentez les réserves obligatoires des banques. Pourquoi? Parce que si vous les augmentez, ça veut dire qu'elles font plus de crédit en face, donc parce qu'elles ont besoin de l'argent. Et donc ces réserves techniques, quand vous les baissez, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que ça veut dire soit que la croissance qu'ils ont annoncée n'est pas là, c'est-à-dire que c'est très en dessous, soit que vous avez des banques qui sont dans un tel état, ce qui est probablement un mix des deux, que vous avez des banques qui sont dans un tel état qu'il vaut mieux leur donner un petit coup de main avant qu'elles claquent. Donc la Chine, vous pouvez malheureusement faire une croix dessus. En plus, ne croyez pas tous ceux qui vous disent que le marché intérieur chinois suffira à vivre en autarcie chinoise. Les Chinois dépendent des exportations sur l'Europe et des exportations sur les États-Unis, avec toutes les usines qu'on a bien voulu délocaliser là-bas. Donc c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est pas les Chinois qui nous achètent nos produits, c'est dans l'autre sens. Donc si nous ralentissons, si nous avons une récession, eux la subiront aussi. C'était le fameux découplage, vous savez, dont on vous a rebattu les oreilles en 2008, où on vous disait mais ne vous inquiétez pas, la Chine vous sauvera. Eh bien, la Chine ne vous a pas sauvé. Donc on attend toujours des autres un miracle. Malheureusement, les miracles en économie, c'est pas fréquent. Donc voilà. Donc sur ce problème de dette qui est mondial, il y a un moment où il va falloir le régler. Alors comment vous le réglez? Beaucoup de gens qui appellent à des cures d'austérité qu'on a déjà commencé dans certains pays d'Europe et qu'on ferait bien de commencer un petit peu partout, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que quand vous faites une cure d'austérité, vous avez moins de croissance et donc vous avez moins d'entrées, et comme vous avez moins d'entrées, évidemment vous ne pouvez pas payer les intérêts qui sont déjà exorbitants.